Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Canapé Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johan Perratonner. Tu es artiste plasticien. C'est ça, exactement. Bienvenue en tout cas sur ce plateau. Ça me fait très plaisir de t'accueillir. Merci. On va parler NFT aujourd'hui. Ouais. Et en fait, on va tourner cette interview sous la forme de plutôt pas forcément de parler, de rentrer dans la technique du NFT en mode expertise autour du NFT, mais plus toi ta vision en tant qu'artiste, parler de ces nouveaux modes de consommation finalement de l'art. Donc on va parler de plein de choses autour de ça, mais d'abord le CV de l'invité. Super, donc je m'appelle Johan Perratonner, j'ai 35 ans et je suis artiste plasticien. Qu'est-ce que ça veut dire pour le coup? C'est vrai que le mot plasticien, oui, il est un peu abstrait, hein, mais ouais. je travaille pas le plastique. Je fais pas de chirurgie plastique non plus. Non, c'est de l'art plastique, on va dire. Ouais, okay. Donc moi, ma spécialité, si je puis dire, ce serait de faire des villes en 3D. Donc c'est dans un univers assez naïf, pop art, où je vais redessiner les villes à ma sauce, avec plein de couches qui font des layers, et ça fait des grosses perspectives où on voit les villes comme ça qui surgissent du tableau. Okay. C'est extrêmement long à faire et c'est naïf, c'est-à-dire je mets plein de couleurs très pop, voilà. Donc ça va être, je vais faire Paris, Singapour, New York, je vais me faire essentiellement les grandes villes. D'accord. Et donc, je travaille en galerie d'art depuis une dizaine d'années. Donc avant j'étais avec le groupe Bartou, puis après Bel Air Fine Art. Okay. Et c'est des galeries qui font des commandes de tableaux. On peut dire que tu es salarié de ces galeries d'art, non? Absolument pas. Non, tu es partenaire, comment on dit dans ce Alors moi, j'ai un statut, je suis indépendant, d'une certaine manière, et, okay. et les galeries vont nous dire, bon bah voilà, on va avoir telle exposition, on va avoir tel vernissage, voilà, ça serait bien que, donc soit c'est multi-artiste, okay. soit c'est uniquement sur moi. Et à ce moment-là, moi, je vais faire une production adaptée. Souvent, c'est ton sur ton, hein. Si j'expose à New York, je vais proposer plein d'œuvres de New York, évidemment. Évidemment, ouais. Mais pas seulement. Vu que c'est des très grosses villes en général, c'est parfois les collectionneurs justement voyagent beaucoup et peuvent être on peut travailler pour le moment à New York, mais avoir leur office à Singapour. Donc voilà, moi je vais essayer de proposer une trentaine de villes et après c'est aux galeristes de m'orienter un petit peu sur ce qui fonctionne et je vais adapter un petit peu ma production. Okay. Donc voilà, mon truc, moi, c'est les villes. Dès qu'on pense à moi, en général, c'est... On greffera justement en post-prod peut-être des photos de tes œuvres pour qu'on se rende compte un petit peu ce que tu es capable de proposer. Et du coup, tu t'intéresses aux NFT. Ouais, ça y est, c'est tout nouveau. Alors, est-ce qu'on peut déjà poser une définition sur ce que c'est, très clairement? Alors, le mot, il est un peu barbare, c'est non-fungible token. C'est-à-dire que c'est un certificat de propriété numérique, en gros. Okay. Et contrairement au Bitcoin, si par exemple on prend l'exemple de ces deux tasses, c'est 2 Bitcoins. Bon, ils ont la même valeur en fait. C'est exactement la même chose. Le NFT, ça serait plus subtil, ça serait de dire dans ce verre-là, Michael Jackson a bu son dernier Coca. Donc du coup, il a une valeur spécifique. Et pour un acheteur, un collectionneur, il peut se dire je veux ce verre-là absolument parce que de mon appréciation, il a une grande valeur. Donc je suis prêt à l'acheter plus cher que un autre verre, quoi. Mais ça a toujours existé, tu vois, des objets dédicacés ou des trucs c'est ça, mais des artistes. C'est parfaitement adapté à l'art parce que l'art c'est des pièces uniques. Oui. Il peut y avoir des reproductions, c'est pour ça que sur les NFT, on peut proposer plusieurs éditions de sa même œuvre d'art. Ouais. Mais à chaque fois le prix est différent. C'est évidemment bloqué sur la blockchain, donc c'est inviolable, infalsifiable. C'est une sorte de certificat d'authenticité qui atteste que voilà, tel objet appartient à telle personne. C'est uniquement valable pour des œuvres d'art virtuelles ou physiques? Alors pour le moment, c'est essentiellement virtuel. Peut-être qu'après ça pourra se télescoper dans le physique. Mais pour le moment, c'est pas d'ailleurs seulement des œuvres d'art. Ça peut être des petits extraits vidéo, ça peut être des petites images animées, des petits gifs, ça peut être tout ce qui peut avoir une valeur spécifique où les gens peuvent du coup spéculer là-dessus et se dire bon bah voilà, je l'ai acheté tant, je le remets sur un marketplace, c'est racheté tant, donc c'est spéculatif. Pourquoi on parle de NFT aujourd'hui en fait? Pourquoi c'est un terme qui commence à arriver? Alors là, clairement, c'est parce qu'il y a une vente chez Christie's d'un NFT qui s'appelle Everyday, fait par Beeple, c'est son nom d'artiste. Son nom d'artiste, ouais. Sinon c'est Mike Winkelmann. Ouais.
qui a vendu donc dans la plus grosse maison de vente, Christie's, 69 millions de dollars, son projet en fait, qui est un espèce de patchwork de toutes ses créations depuis une dizaine d'années. Il a fait donc ce gros patchwork et il y a une personne, je crois que c'est un Indien, qui a mis 69 millions de dollars pour se procurer donc ce NFT, donc cette espèce de code, ce certificat d'authenticité pour attester et dire c'est le seul qui détient cette œuvre d'une certaine manière. Ok, donc ouais, tu peux pas créer de copie et puis. C'est paradoxal parce que bien sûr qu'on peut avoir une copie, on peut faire un screenshot de l'œuvre, on peut l'avoir sur son ordi, mais sur la blockchain, il y a un seul code qui correspond à cette œuvre. T'as la traçabilité finalement et il est le seul qui puisse dire c'est à moi ce truc-là. Ok. Toi, en tant qu'artiste, du coup, pourquoi ça t'intéresse? Là, il y a eu un espèce de gros buzz là-dessus, donc tous les artistes, ils essaient de chatouiller un peu ce nouveau business-là, parce que ça fait tourner la tête, on dit 69 millions de dollars, et puis il y a pas mal d'autres œuvres qui ont été vendues très cher, après on comprend pas pourquoi. Il y a des petits chats numériques, avec des petites animations, des petits avatars, des CryptoPunks qui ont été édités en 10 000 éditions. Et là maintenant, enfin voilà, ça valait 600 dollars à l'époque. Maintenant, ça vaut des dizaines de milliers de dollars. Enfin voilà, on s'interroge tous en tant qu'artiste. Il y a une espèce de bulle quoi en fait autour de ça aujourd'hui. Voilà, c'était très univers geek au départ. Ouais. Enfin moi je trouve, c'était vraiment gamers. Ou limite, je sais pas si tu te souviens, les Dragon Ball Z, les cartes à l'époque qu'on s'achetait. Il y avait des cartes avec des valeurs différentes. Celle qui avait le bord doré valait plus que. Pokémon, DBZ, etc. On se les échangeait entre nous ces trucs-là. Ouais. Moi je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire si on achète telle édition qui a été mise en 5 exemplaires, donc vaut plus cher que celle qui a été mise en 20 exemplaires, et on se les échange, on se les rachète. Voilà. Donc pour le moment, pour moi, c'est plutôt un peu geek. Ex-fan Counter-Strike et passionné un peu c'est un petit peu fermé. Mais c'est en train d'évoluer. Et là, moi, j'ai l'impression qu'avec cette vente record là, ça voilà, tout le monde s'y intéresse et se dit putain, faut que je sois dans le coup de ce. Et t'as pas peur que justement, si la bulle entre guillemets, explose, c'est-à-dire que s'il y a un très large public qui s'intéresse aux NFT, il y aura plus ces espèces d'effets un peu buzz avec une œuvre qui se vend des millions de dollars. Ah mais t'as entièrement raison, ça va se réguler. C'est-à-dire pour le moment, il y avait entre guillemets ces geeks qui ont lancé le truc. Là, c'est devenu dans le marché public, tout le monde est au courant et tout le monde va proposer ses créations en se disant je vais toucher le jackpot demain. Ouais. Ça va péter ou pas, mais en tout cas ça existe ce machin-là. Et après, j'espère que ça va se réguler et il va y avoir sans doute j'ai pas envie de dire les vrais artistes, mais en tout cas un peu plus reconnus, peut-être déjà exposés en galerie, qui pourront proposer des œuvres un peu spécifiques à ces plateformes-là, et ça va, j'espère, se réguler. Pour le moment, c'est voilà, les geeks d'un côté, tout le monde qui s'y intéresse d'un coup, et là, on est un peu dans l'inconnu, et moi j'ai envie de participer à cet élan-là, que ça marche ou pas, c'est un peu un coup de poker. Mais concrètement, comment ça va se passer? C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, t'exposais tes œuvres en galerie, demain, tu vas les mettre en vente sur des plateformes, c'est une super question parce que je vais essayer de proposer des offres spécifiques, tu vois, à la plateforme, avec une thématique. Est-ce que tu sais exactement quelles sont les attentes des acheteurs à l'avance, non? J'ai l'impression, c'est-à-dire j'ai fait ma petite étude sur ce qui fonctionnait et j'ai été curieux, tu vois. Je me suis dit pourquoi cette œuvre a une cote monstrueuse, pourquoi celle-ci qui me paraît vraiment esthétiquement plus belle, est décotée par rapport à l'esthétisme du projet. Et après, on s'aperçoit que, par exemple, c'est pas des mecs qui ont des Instagram remplis. Parfois, il y a un mec, j'ai vu, qui avait 50 followers Instagram, et le mec, il vend 5-6 Ethers. Enfin, ça fait déjà une grosse somme d'argent. 5-6 Ethers, clairement. Ouais. Et ça y est, il est connu maintenant. À chaque fois qu'il présente quelque chose, ce qui est important, voilà, parce que je précise un petit peu, c'est que il faut toujours être le premier à détenir l'information quand l'œuvre va être mise en ligne. Parce que dès le moment où on est le premier à l'avoir acheté, à un prix un peu compétitif, on peut la revendre du coup très vite plus cher. Donc les acheteurs de NFT, souvent, ils vont suivre les mecs sur Twitter, sur toutes les plateformes, tout ça. Et il y a pas des délits d'initiés, mais on peut avoir par des potes de potes, des contacts, on peut dire putain, il va lancer son NFT à 16h30 le 12 avril. Donc là, c'est comme un concert de Madonna, faut être sur la plateforme de réservation parce que tu sais qu'en 1 heure, il y aura plus rien. C'est comme un T2 dans Paris, quoi. Voilà, exactement. Donc faut se grouiller et il faut avoir l'info le plus tôt possible. Ça marche. Et alors, t'as dit un truc intéressant, t'as parlé d'Ether. Un truc seulement. Je reviens sur un truc en particulier, c'est l'Ether. C'est la crypto qui permet d'échanger, justement, d'acheter ces NFT. Tu peux pas acheter un NFT en blockchain, en Bitcoin. En Bitcoin. Alors, de ma connaissance, c'est vrai que toutes ces plateformes marchent sous l'Ether, Ethereum. Bon. Donc du coup, quand on est, sans rentrer dans le détail technique, mais quand on est artiste, il faut qu'on ait un wallet, un portefeuille,
qu'on achète quelques Ethers et il faut payer donc à la plateforme. Des plateformes, il y a Rarible, il y a OpenSea qui lui va agréger, c'est un peu le bon coin, tu vois, de tous les NFT. Ah oui, okay. Et t'as des plateformes un peu plus spécifiques, genre tu vois les frères Winklevoss là, les ex-fondateurs de Facebook, les deux jumeaux, eux ils ont créé une plateforme, une énorme plateforme avec carrément, tu vois, faut envoyer son CV, portfolio, enfin, ils recrutent vraiment des artistes qui jugent pertinent sur leur plateforme. Pour pas que ce soit non plus un espèce de voilà, pour exactement toutes les merdes que les gars font à 300 à l'heure. Non, là ils veulent, moi j'ai vu des animations splendides, c'est hyper quali quoi. D'accord. Donc pour en revenir à ce que je disais, voilà, faut se créer un portefeuille. Donc moi, si je veux poster une œuvre en ligne, il faut que je paye, je sais pas, l'équivalent, je sais pas, de $10, un truc comme ça. Ouais. Après, mon œuvre est en ligne. Après, je vois ce qui se passe. C'est acheté, c'est revendu. Enfin, c'est un peu. Une espèce de eBay, en fait. Et ouais, c'est un genre de eBay, ouais, parce qu'exactement, tu peux mettre ton œuvre aux enchères, comme tu peux imposer un prix fixe. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc là, c'est carrément le même système, quoi. Voilà. Et le problème, bien sûr, c'est que quand t'es artiste, si tu vois que l'œuvre, tu vois qu'il y a 0 achat et tout ça, sur la plateforme, t'as l'air d'un con, quoi. Donc, du coup, l'idée, c'est de demander à des collectionneurs, tu leur dis bon allez, croyez en moi, investissez, comme Jeff Koons avait pu le faire à l'époque, de se faire racheter par ses potes banquiers, tout ça. Bon et hop, ça fait augmenter la cote, quoi. Le truc, quoi. Ouais, parce que là tu vois le mec là, Mike Winkelmann, en vendant 69 millions de dollars, c'est carrément le 3e artiste vivant le plus cher du monde, derrière Jeff Koons et David Hockney, quoi. Ok. Ouais, donc effectivement, c'est quand même assez particulier sur une œuvre virtuelle, pour le coup. C'est virtuel, t'as un espèce de code sur ton ordi qui dit, voilà, c'est à toi ce truc-là. Très bien. Étrange, hein. Donc c'est purement spéculatif, finalement. Pour le moment, je trouve que c'est très spéculatif. Moi, je vais essayer, avec mes productions, d'avoir une démarche un peu différente. Parce que je suis, en tant qu'artiste, je vais essayer d'être créatif aussi sur la plateforme et proposer des choses un peu subversives et plus smart, tu vois. Je vais essayer, attention. Mais pour le moment, enfin, je veux dire, tu détiens un certificat d'un extrait vidéo, d'une image, souvent animée, d'un tweet. Tu vois, le tweet là, je sais pas si t'as vu, $1 million ou quelque chose comme ça. Le premier tweet qui a été posté sur Twitter. Ouais, en fait, c'est des trucs un petit peu iconiques, en fait. C'est ça. Je sais plus la somme exacte, pour être tout à fait honnête, mais je crois que c'est une somme monstrueuse. Parce que moi, je pense qu'il y a aussi un petit concours d'ego. Petit concours d'ego, pour pas dire un autre mot dégueulasse, mais oui, il y a un petit concours d'ego parce que le mec qui l'achète, on sait qui c'est en général. Il y a des articles, tu vois, sur Znet, sur machin, sur tous les sites, et du coup, lui peut se dire, ah, c'est moi qui l'ai acheté. D'accord. Alors, soit il a l'air d'un con. Il peut se targuer de dire, je suis détenteur, propriétaire officiel du premier tweet, quoi. Je suis le premier. Voilà. Il peut se la péter un petit peu avec ça et dire, voilà, c'est moi, quoi. Mais du coup, un artiste demain qui, va uniquement miser sur les NFT, est-ce que c'est pas un risqué pour lui? Il faut faire, essayer de faire les deux. Il faut essayer de vendre sur des plateformes déjà connues ses œuvres d'art en réel. Faut tenter ce truc-là. Moi, ce truc-là, il me fait marrer. C'est comme si j'étais à une table de poker et je me dis bon bah voilà, je sais que je dépense 100 balles. Si je les perds, tant pis. Si je fais plus, t'investis du temps quelque part, pas que t'es prêt à perdre, mais tu te dis bah je teste en fait finalement. Imaginons le truc explose et ça se régule avec le temps et tout ça. Je trouve ça génial d'avoir déjà proposé des vraies créations avec un vrai travail, un truc spécifique pour le NFT. Et de me dire, je suis dans le coup, quoi. Et toi, t'avais entendu parler de ces NFT à travers la vente, finalement, de Christie's? Alors, moi, il y a eu un élément déclencheur. Il y a eu un alignement des planètes, tu vois. J'ai eu d'un coup 5 personnes, mais qui viennent d'horizons complètement différents. Voilà. Un pote geek, un pote artiste, un pote, je sais plus quoi, une copine qui bossait, chez Perrotin, Elridar, qui m'ont dit, putain, Yohan, regarde les NFT, ça peut t'intéresser, parce que moi, là-bas, je viens de l'entreprise. Avant d'être artiste, j'ai travaillé longtemps chez une boîte qui s'appelle Lagardère, très longtemps, donc j'aime bien tout ce qui est nouveaux médias. Voilà, je me suis toujours passionné aussi pour ça. Et qui m'ont dit, Yohan, là, ça peut être pas mal de jouer ta carte un peu entrepreneur et artiste, et voir ce qui peut se passer avec ça, quoi. Très bien. Alors justement, on parlait des plateformes, c'est un peu les grands gagnants, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec une multitude. 110%. Ah, les plateformes, c'est eux les grands gagnants, parce que regarde, moi en tant qu'artiste, je paye pour être dessus. Le mec qui achète, elle paye aussi pour avoir cette œuvre-là. Donc ça fait tourner donc des serveurs et tout ça. Donc il y a un système de commission, j'imagine, ou de fees. Exactement. Qui prennent des honoraires au départ. Si moi je poste une œuvre, tu me la rachètes, 100 balles, tu vas la revendre 110, moi je vais gagner 10% de la somme. Donc du coup c'est un peu pyramide de Ponzi, quoi. Ah oui, ok. Chacun est gagnant. C'est que ça prenne, puisque toi si tu la mets à 100, tu touches seulement 10%.
Alors, si je la mets immédiatement à 100, Ouais. tu me la rachètes à 100, j'ai gagné 100. Oui, d'accord. En gros. Hein. Ok. Sauf qu'après, toi, tu vas la revendre 200, Ouais. et moi, je vais gagner donc 20. Ouais, d'accord. Ok. Tu auras gagné 80. D'accord. Ok. Mais tu choisis le scénario au moment où tu proposes ton œuvre. Voilà. C'est pour ça que c'est complètement spéculatif, parce que c'est basé sur rien du tout. Et c'est une croyance, quoi. Ouais, bah ouais, effectivement. Et tout l'art peut s'adapter sur la partie NFT ou c'est que les réalisations virtuelles, digitales, faites avec des logiciels, ce genre de choses. Moi, je trouverais ça beaucoup plus intéressant que ça, justement, ça touche le logiciel et que ça soit vraiment du virtual art, mais de qualité, quoi. C'est-à-dire, si une entreprise, tu vas dans la tech, tu puisses mettre un énorme Samsung avec justement un NFT acheté magnifique avec des effets, comme un jeu vidéo, tu vois, genre Final Fantasy, ces trucs-là. Tu te rappelles, il y a des décors qui sont magnifiques. Ouais, complètement. Imagine-toi une grosse boîte comme la vôtre, tu vois, et tu vois ça animé avec un bientôt un NFT sur voilà, exactement, un NFT ici, tu vois. Si quelqu'un veut acheter le logo Excelsior, même ça se pose sur la NFT, tu peux tout mettre en fait. Okay. C'est pour ça que je te dis qu'il va y avoir un peu une espèce de passoire où il y aura peut-être beaucoup de choses au départ, et puis j'espère, progressivement, ça va écrémer, il restera vraiment les beaux produits, quoi. Hyper intéressant. Bon, écoute, en tout cas, on a terminé, je pense, sur vraiment cet échange autour des NFT, mais c'est intéressant de voir un artiste comme toi qui s'intéresse de plus en plus à, pour moi, c'est un nouveau mode de consommation, en fait. C'est consommer l'art différemment. C'est un nouveau placement, ouais, tu le vois comme ça. Bah, oui, je le vois comme ça, et pour plein de gens, ils se disent, bon, bah voilà, on peut investir donc dans l'art réel, si je puis dire. On peut investir dans l'immobilier, dans les actions, dans les assurances vie. Ça, c'est encore un truc spécifique. Encore une petite niche supplémentaire, voilà. quelque chose qui est en train d'éclore, quoi. Exactement. Et c'est rigolo de mettre un peu des billes là-dessus. Okay. Voilà, pas énorme, mais voir ce qui se passe. Et puis, si ça explose, ben, on sera là dès le départ. Rappelle-toi, le début du Bitcoin, ça valait quelques euros. Ouais, totalement. Maintenant, je sais quoi, il est à 48 000 euros, quasiment le 50 Bitcoin. 000, quasiment 50 000 en ce moment. On va partir maintenant sur les questions. Johan, de quoi t'es le plus fier aujourd'hui? Alors, artistiquement parlant, je crois que j'avais un but depuis que j'ai 20 ans. C'était exposer à l'Empire State Building à New York. Ça, c'était c'était le Graal, tu vois. Okay. Donc, j'ai commencé donc par les galeries d'art, voilà, progressivement tout ça. Mais ça, c'était un rêve personnel. D'ailleurs, je l'ai fait en autofinancement. Enfin, personne m'a suivi. C'était vraiment mon projet, tu vois. Ouais, bien sûr. Et j'ai monté un dossier de ouf en compétition avec des tonnes d'artistes. Ouais. Et coup de bol, j'ai réussi à avoir la signature. Il y a une espèce de lobby où il y a des énormes panneaux où tu peux exposer tes œuvres. Ouais. Et tous les 3 mois, ils changent d'artiste et ils sélectionnent, bien sûr. Ils veulent pas qu'il y ait... Enfin voilà, faut que ça respecte leur cahier des charges. Et du coup, l'an dernier, de février à juin, j'ai exposé dans l'Empire State Building et là, j'en suis ultra content. C'est-à-dire, je sais pas ce que je peux espérer de plus, quoi. Il y a des tours partout, à Dubaï, Burj Khalifa, tout ce que tu veux. Ouais, l'Empire State, c'est iconique. C'est iconique, donc voilà. C'est peut-être ça mon plus grand truc. Johan, si tu avais un conseil à nous donner, ce serait lequel? Alors, encore une fois, de manière artistique, moi, je dirais aux artistes de se focaliser sur un style en particulier, d'essayer d'être le meilleur là-dedans. Okay. Et d'année en année, améliorer, pas seulement son style, mais améliorer, je sais pas moi, les cadres, la technique, mais partir quand même d'un positionnement clé pour que les collectionneurs, les curieux, ils se disent, voilà, on dit Johan, il fait des villes. On aime pas, c'est pas grave, mais au moins, on m'associe à une thématique. Si t'es trop généraliste, tu veux dire que ton art, il est pas spécialement reconnu? Ouais, alors, je pense il y a plein de gens qui peuvent penser de manière complètement différente, mais moi, je pense que dès le moment où on se lance dans l'art, c'est bien d'avoir quand même, une patte, ça veut un peu rien dire, mais il faut qu'on puisse être identifié à un mot-clé d'une certaine manière, tu vois. Et après, voilà, deuxième conseil, c'est de partager énormément ce qu'on fait. Faut pas être l'artiste maudit dans son atelier avec de la peinture dans les cheveux. Non, je suis fou. Il faut vraiment écouter ce qu'on nous dit, parce que de toute manière, on est maître de ces décisions artistiques. Mais dès le moment où on reçoit plein d'avis, c'est comme un entrepreneur, tu vois, dans le web, tu écoutes tout ce qu'on te dit et après tu pioches et tu choisis ce qui t'intéresse. Ok, ouais, ça s'apparente exactement à ça. Est-ce que la tech te fait peur? Je pense pas, mais... La tech, sur le sujet des NFT, moi, je suis complètement curieux de tout ça parce que j'ai entre guillemets, un business qui tourne dans l'art, donc je peux me permettre d'être curieux là-dessus. Si je me disais, je vais faire que les NFT. Tu vois pas ça comme un truc qui va tuer ton métier? Absolument pas. Moi, mes productions, ça reste mes productions. On n'aime pas, mais je fais un travail depuis longtemps et ça,
Non, pour moi, je vois ça comme un business parallèle, une autre façon de une opportunité, gagner en fait. sa vie, ou parfois même pas de gagner sa vie, mais de se faire connaître tout simplement. Ouais, d'accord. Alors, in fine, ça revient à gagner sa vie, parce que si les gens vous connaissent, ils vont sur mon site internet, ils se renseignent, ça les intéresse ou pas, et voilà. In fine, ça reste de la vente, on va pas se mentir. Mais ouais. Ton plat préféré? Entrecôte 800 grammes, hyper bleu, avec au beurre simplement, sur une poêle ultra bouillante et des petites pommes allumettes. Et là, c'est méga précis. Tu sais que les gens d'habitude nous disent bon bah voilà, je sais pas, Paris-Brest. Là, tu m'as donné la recette. Ça veut dire que dès que tu reviens, on se fait un barbecue et je te la prépare comme tu l'aimes. Ah bah volontiers. Écoute, en tout cas, le mot de la fin. On arrive à la fin de cette interview. Ah, je vais te dire quoi? Je sais pas. Comment croyez en vous, Loana, restez vous-même. Comment tu fais conclure? Comment je fais de conclure? Franchement, le truc de Loana, restez vous-même, il est formidable. Bah, voilà, on reste là-dessus. Est-ce qu'on peut acheter cette phrase? Sur une plateforme NFT. Si elle met ce NFT, du coup, tu penses qu'on peut l'acheter? Je pense que si tu as, encore une fois, je répète une troisième fois son nom, mais si tu mets un logo de Loana ou d'une nana de télé-réalité, tu mets la phrase et tu fais un petit truc qui clignote ou voilà un petit. Ouais. Ça, je suis sûr qu'il y a un mec qui dit oh putain c'est marrant ce machin, j'achète. Et derrière t'as un buzz qui peut se mettre en place. T'as un buzz et tu es bien connu. Tu peux dire je suis le seul à avoir acheté. Très bien. Cette phrase. Super smart. Voilà, suivez Loana sur Twitter. En tout cas, on va regarder ça de près. Merci en tout cas, Johan, d'être passé en tout cas nous voir. Et ben merci d'avoir donné voilà tes orientations sur le NFT. C'était super intéressant d'avoir ton point de vue. Merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission des nouveaux invités. À très bientôt les amis. Ciao.